À la fin de notre dîner de famille, mon frère a lancé « Ne viens pas la semaine prochaine, d'accord? Tu vas gâcher l'ambiance. » Ma mère a détourné le visage. Mon père n'a pas objecté. J'ai souri. Cette nuit-là, j'ai annulé le voyage de groupe, et gelé tout ce que j'ai vu 2 semaines plus tard. Je m'appelle Élise Moreau. J'ai 35 ans. Et jusqu'à ce dimanche soir-là, je croyais encore qu'il y avait une différence entre être utile et être aimé. J'avais tort. Les assiettes étaient encore sur la table lorsque mon frère, Antoine, s'est penché en arrière dans sa chaise, m'a regardé droit dans les yeux et a dit que je devrais sauter la semaine prochaine parce que je gâcherais l'ambiance. Il l'a dit avec une désinvolture déconcertante, comme s'il me demandait de lui passer le sel, comme si j'étais une invitée maladroite qu'ils avaient invitée par erreur au lieu de la personne qui avait passé des semaines à tout maintenir en place en coulisses. Ma mère a tourné son visage vers la cuisine, comme si elle avait soudain quelque chose de plus important à regarder. Mon père est resté silencieux, ni choqué, ni en colère, juste ce silence familier qui me donnait toujours l'impression que c'était à moi de faciliter les moments difficiles pour tout le monde. Alors j'ai souri, non pas que cela ne me fasse pas mal, mais parce que je savais que si je réagissais, je deviendrais le problème au lieu de la phrase qui flottait encore dans l'air. C'est cette partie qui a changé quelque chose en moi, non seulement ce qu'il a dit, mais aussi le confort avec lequel tous les autres l'ont laissé le dire. Je suis resté assise 1 minute de plus, hochant la tête comme si je n'avais pas été soudainement exclu de quelque chose que j'avais aidé à construire. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point il est étrange que les personnes qui dépendent le plus de vous soient les premières à agir comme si votre présence était facultative. J'ai quitté ce dîner avec mes clés dans une main et une pensée très claire en tête, s'ils voulaient l'ambiance sans moi, alors ils allaient découvrir à quoi cela ressemblait vraiment. Avant de vous dire ce que j'ai fait cette nuit-là et pourquoi, 2 semaines plus tard, personne à cette table ne pouvait même me regarder dans les yeux, dites-moi d'où vous regardez et quel temps il fait chez vous en ce moment. Je me souviens à peine du chemin du retour. Seulement le rythme des essuie-glaces et la façon dont ces mots continuaient de résonner dans ma tête avec ce même ton négligent, tu gâches l'ambiance. C'était une si petite phrase pour quelque chose qui a eu un impact si fort. Au moment où je suis arrivé à mon appartement, je ne pleurais pas, ne tremblais pas, je n'étais même pas en colère de la manière bruyante que les gens attendent. J'étais calme, et c'est cette partie qui aurait dû leur faire peur. J'ai enlevé mon manteau, posé mon sac sur le comptoir de la cuisine et ouvert mon ordinateur portable. Pendant des semaines, j'avais géré tout pour le voyage de famille en Norvège. J'avais fait des recherches sur la compagnie de croisière, comparé les itinéraires, vérifié les avis sur les excursions, appelé le service client 2 fois pour modifier l'emplacement des cabines et veiller à ce que tout le monde ait le meilleur créneau horaire pour le dîner. Car la femme de mon frère disait que les enfants devenaient grognons si le repas était trop tard. J'avais payé la compte moi-même car tout le monde avait promis d'envoyer sa part plus tard. Plus tard, bien sûr, était toujours devenu mon problème. J'avais également utilisé mon compte de récompense de voyage pour couvrir l'excursion au fjord, le forfait d'observation des baleines et le transfert amélioré de l'aéroport au port parce que ma mère disait que cela devait être un souvenir spécial pour nous tous. C'était toujours spécial quand je payais. Cette nuit-là, je me suis connecté à tous les comptes liés à mon nom et j'ai commencé à me retirer de leurs projets. J'ai d'abord annulé le forfait d'excursion de groupe. Puis j'ai appelé le service des voyages et expliqué que je ne voyagerais plus avec le groupe et que je voulais que toutes les réservations liées à mon compte de membre soient immédiatement séparées. La femme au téléphone était polie et efficace. Elle m'a demandé 2 fois si j'étais sûr. J'ai dit oui les 2 fois. Puis j'ai gelé le portefeuille de voyage que j'avais ouvert pour les dépenses partagées, celui-là même que mon frère avait déjà utilisé pour débiter 2 dîners supplémentaires et un forfait boisson premium dont il n'avait jamais parlé. Après cela, j'ai annulé la navette privée et retiré l'assurance complémentaire que j'avais achetée pour le groupe familial sous mon compte. Je n'ai touché à rien qui leur appartenait légalement. J'ai seulement retiré ce qui était à moi. C'était suffisant. Lorsque les emails de confirmation ont commencé à arriver, je les ai lus lentement, un par un. Solde révisé du, forfait excursion annulé, transfert prioritaire supprimé, structure de réservation mise à jour. Tout était si clair, si simple, si définitif. Puis j'ai posé mon téléphone face contre la table et me suis préparé un thé comme n'importe quelle autre nuit. Quelque part entre le 2e email et le moment où la bouilloire a commencé à bouillir, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident il y a des années, ils ne m'avaient jamais vraiment incluse. Ils avaient seulement compté sur moi.
Mon frère avait simplement été assez grossier pour le dire tout haut. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des mois. Le lendemain matin, personne n'a appelé, et d'une certaine manière, ce silence en disait plus que tout ce qu'ils auraient pu dire à voix haute. Je me suis levé à mon heure habituelle, j'ai fait du café et j'ai vérifié mon téléphone comme je le faisais toujours, m'attendant à au moins un message essayant d'arranger les choses ou de faire comme si rien ne s'était passé. Il n'y avait rien. Pas d'appel manqué, pas de SMS, pas de commentaires passifs-agressifs dans la discussion de groupe familial. Juste un écran calme et vide qui me semblait bien trop familier. Je suis allé au travail, j'ai assisté à des réunions, j'ai hoché la tête à des conversations que je traitais à peine, et j'ai répondu à des emails comme si tout était normal. Mais il y avait une étrange clarté qui siégeait tranquillement au fond de mon esprit. Pour la première fois, je n'attendais pas d'être utile. Je ne vérifiais pas si quelqu'un avait oublié de confirmer quelque chose ou avait besoin de moi pour intervenir et le réparer. Et plus je remarquais cette absence, plus je réalisais l'espace qu'elle avait occupé dans ma vie depuis toujours. Vers midi, j'ai de nouveau ouvert l'application de confirmation de croisière, non pas parce que j'avais besoin de changer quoi que ce soit, mais parce que je voulais la voir avec un regard neuf. Tout semblait exactement comme prévu, juste plus centré autour de moi. Mon nom avait disparu, et avec lui l'embarquement prioritaire lié à mon compte. Le forfait d'excursion que j'avais sécurisé des mois plus tôt, les transferts améliorés et les petits détails que personne ne remarquait jamais mais dont tout le monde bénéficiait toujours. La structure était toujours là, mais elle était plus mince, dépouillée, comme une version du voyage qui devait soudainement tenir sur ses propres pieds sans que je la maintienne ensemble. J'ai fait défiler lentement les détails mis à jour, presque méthodiquement, lisant chaque notification de changement, comme si je confirmais une décision avec laquelle j'avais déjà fait la paix. 2 jours plus tard, ma mère m'a enfin envoyé un SMS, mais pas pour me demander comment j'allais ou ce qui s'était passé au dîner. Elle m'a demandé si j'avais mis à jour les informations d'embarquement et si tout était toujours dans les délais. J'ai regardé le message un long moment avant de répondre, « Tu devrais vérifier les dernières mises à jour de ta réservation. » C'était tout. En quelques secondes, elle a renvoyé des points d'interrogation, puis a essayé d'appeler, puis a envoyé un autre message demandant ce que je voulais dire. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone et suis allé me promener à la place, laissant l'air frais dissiper le dernier doute que j'aurais pu avoir. À la fin de cette semaine, la discussion de groupe familial était complètement silencieuse. Plus de messages enthousiastes, plus de décomptes, plus de liens vers des restaurants ou des activités, juste le silence. Et cette fois, il ne semblait pas lourd. Il semblait honnête. Quelques jours plus tard, mon frère a finalement pris contact. Son message était court, cinglant et exactement ce à quoi je m'attendais, « Tu fais ça sérieusement là ?» Pas de salutation, pas de tentative de comprendre, pas de reconnaissance de ce qu'il m'avait dit. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième, et j'ai répondu par quelque chose d'aussi simple, « Je me retire de ce qui n'a jamais été à moi de porter seul. » Il n'a pas répondu après cela. Personne d'autre non plus. C'était comme si toute la famille avait fait une pause au même moment, chacun réalisant que quelque chose avait changé, mais pas encore prêt à le dire à voix haute. 2 semaines complètes se sont écoulées ainsi. J'ai mené ma vie d'une manière qui me semblait d'abord étrange, puis étrangement libératrice. Je suis resté tard au travail parce que je le voulais, pas parce que j'essayais de devancer l'urgence de quelqu'un d'autre. J'ai dîné avec un ami sans vérifier si cela entrait en conflit avec les plans de qui que ce soit. J'ai passé un samedi matin à ne rien faire de productif et je ne me suis pas senti coupable. Et lentement, tranquillement, j'ai commencé à comprendre que ce que j'avais fait n'était pas seulement lié à ce dîner ou à ce voyage. Il s'agissait de sortir d'un rôle dans lequel j'avais été placé si longtemps que j'avais presque oublié d'y avoir consenti au départ. Le matin où ils étaient censés partir, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, non pas à cause d'un réveil, mais parce que quelque chose en moi savait déjà quel jour c'était. J'ai fait du café, me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé la ville bouger comme n'importe quel autre matin. Mon téléphone était posé sur le comptoir, immobile et silencieux. Mais pas pour longtemps. Je savais que ça allait arriver. Le moment où tout ce qu'ils avaient tenu pour acquis les rattraperait enfin. Et cette fois, ce ne serait pas moi qui le réparerais. Cela a commencé à 7h12 du matin avec un appel de mon père. J'ai regardé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Puis un autre appel est venu de ma mère. Puis de mon frère. Au moment où j'avais bu la moitié de mon café, j'avais 6 appels manqués et 4 SMS.
Le premier SMS venait de ma mère, Élise, rappelle-moi tout de suite. Le deuxième venait de mon père, il y a un grave problème avec la réservation. Le troisième venait de mon frère et lui ressemblait exactement. Furieux avant même de comprendre ce qui le mettait en colère, qu'est-ce que tu as fait? Le quatrième est arrivé une minute plus tard, nous sommes au terminal et rien n'est comme prévu. J'ai posé ma tasse et j'ai finalement ouvert l'application de croisière. Tout semblait exactement comme je l'avais laissé. Mon nom avait disparu. Le forfait excursion avait été supprimé. Le transfert avait été annulé. La réservation avait été restructurée sous les passagers restants, ce qui signifiait que leur solde avait augmenté considérablement, et plusieurs avantages liés avaient disparu. Ils avaient toujours leur voyage. Techniquement, ce qu'ils n'avaient plus, c'était la version de celui-ci que mon argent, ma planification et mon statut avaient construite. Je les ai laissés paniquer encore 20 minutes avant de répondre à mon frère d'une seule phrase, j'ai seulement retiré ce qui m'appartenait. Une minute plus tard, mon téléphone s'est illuminé avec son appel. J'ai refusé. Puis un autre SMS est arrivé, tu nous as tous abandonnés à cause d'un seul commentaire. J'ai lu cela 2 fois et j'ai éclaté de rire dans ma cuisine. Non pas que ce soit drôle, mais parce que c'était si parfaitement malhonnête. Un seul commentaire. C'est ainsi que les gens décrivaient la fissure finale après des années de pression. Mon père a laissé un message vocal. Je l'ai écouté une fois. Il semblait stressé, essayant très fort de paraître raisonnable. Il a dit que les enfants étaient contrariés. Les files d'attente étaient longues. Le transfert portuaire avait disparu et l'agent au comptoir leur disait que le solde révisé devait être payé avant l'embarquement. Ma mère a envoyé un SMS disant qu'il ne pouvait pas accéder au forfait boisson ni au créneau de dîner réservé et a demandé si j'avais une idée à quel point c'était humiliant de régler tout ça en public. C'était la première chose honnête que quiconque avait dite. Oui, ai-je pensé. Je sais ce que ça fait d'être humilié en public. Mon frère a continué. Il a dit que des gens avaient pris congé. Sa femme était embarrassée. Les enfants étaient confus. Ils avaient des bagages empilés partout. Et maintenant, toute la matinée était le chaos parce que je voulais prouver quelque chose. J'ai regardé ce message et j'ai finalement envoyé la seule réponse qu'il méritait, tu m'as dit de ne pas venir parce que je gâcherais l'ambiance. J'ai respecté ta décision. Il n'y a pas eu de réponse pendant presque 10 minutes. Puis ma mère a appelé de nouveau. Cette fois, j'ai décroché. Elle s'est lancée directement dans le désastre, la voix aiguë et essoufflée, demandant comment je pouvais faire ça à la famille. Comment je pouvais attendre la dernière minute. Comment je pouvais laisser tout le monde arriver jusque-là. Je l'ai interrompu et j'ai posé une question, as-tu dit quoi que ce soit quand il m'a dit de ne pas venir? Le silence au téléphone a été immédiat. Puis elle a essayé de passer à autre chose, disant que ce n'était pas le moment de revenir sur le dîner de dimanche. J'ai dit que c'était exactement le moment. Elle a commencé à pleurer, ce qui m'aurait brisé un mois plus tôt. Ce matin-là, cela ne m'a fait que me sentir fatigué. Je lui ai dit que je n'avais pas annulé leurs vacances. J'avais simplement cessé de financer et d'organiser pour des personnes qui pouvaient rester silencieuses pendant qu'on me traitait comme une invitée indésirable. Puis j'ai raccroché. Mon frère a envoyé un dernier message avant midi, j'espère que ça en valait la peine. Je n'ai pas répondu. En début d'après-midi, j'ai appris par ma cousine qu'il n'avait pas embarqué. Le coût révisé était trop élevé. Les réservations liées étaient un désordre, et personne n'était disposé ou capable d'absorber la différence. Mon frère, qui avait passé 2 semaines à se vanter en ligne de la croisière en Norvège et à publier des légendes dramatiques sur la création de souvenirs avec les personnes qui comptent, a soudainement supprimé toutes ses publications. Ma cousine m'a également dit que ma mère blâmait la compagnie de croisière, mon père blâmait la mauvaise communication, et mon frère me blâmait. Bien sûr qu'il le faisait. Les gens comme lui peuvent vivre pendant des années dans une maison construite par quelqu'un d'autre et pourtant agir avec surprise lorsque le toit disparaît. Ce soir-là, j'ai éteint mon téléphone et je suis allé dîner seul. J'ai commandé exactement ce que je voulais, j'ai pris mon temps, et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, personne ne s'attendait à ce que je règle la fin de leur journée. 3 nuits plus tard, quelqu'un a commencé à sonner à mon appartement si agressivement que j'ai cru que c'était une urgence. J'ai vérifié l'interphone et j'ai vu le nom de mon frère clignoter sur l'écran. J'ai failli l'ignorer. Au lieu de cela,
je l'ai laissé monter parce qu'une partie de moi savait que cela devait se produire en face à face. Il est entré sans me saluer, les épaules tendues, la mâchoire serrée, déjà assez en colère pour nous deux. Il ne s'est pas assis. Il s'est tenu au milieu de mon salon et a dit, « Tu nous as tous humiliés. » Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine et lui ai dit qu'il était le bienvenu de partir s'il comptait crier. Il a baissé la voix, mais pas son tempérament. Il a dit que les enfants avaient pleuré, que sa femme avait été furieuse. Notre mère était dévastée, et notre père avait passé des heures à essayer de sauver les choses au terminal. Puis il a prononcé la phrase qui a finalement rendu tout parfaitement clair, « Tu aurais pu faire preuve de plus de grandeur d'âme pour une fois. » Je l'ai regardé et j'ai failli sourire. Pour une fois. Lui ai-je demandé combien de vacances j'avais planifié pour la famille au fil des ans. Il a haussé les épaules et m'a dit que cela n'avait rien à voir. J'ai demandé combien d'acomptes j'avais avancé, combien de dîners j'avais couverts, combien de problèmes de dernière minute j'avais réglés, combien de fois on m'avait dit qu'il était plus facile de me demander parce que j'étais doué pour les détails ou meilleur avec l'argent. Il a essayé de m'interrompre, mais j'ai continué. Je lui ai rappelé le week-end en chalet où il avait oublié son portefeuille et j'avais payé les courses pour 9 personnes. Le voyage de Noël où j'avais surclassé toutes les chambres parce qu'il avait dit que les chambres standards seraient trop petites pour ses enfants. Les vols d'été que j'avais modifiés à mes frais lorsque son emploi du temps avait changé. La collecte de fonds scolaires que j'avais discrètement couverte après qu'il m'ait appelé, l'air paniqué, et promis de me rembourser. Il m'a regardé comme s'il n'avait jamais réellement aligné ces moments côte à côte auparavant. Pour lui, c'était des faveurs distinctes. Pour moi, c'était un schéma. Puis j'ai dit ce qu'il voulait le moins entendre, la raison pour laquelle cela s'est produit, c'est parce que tu pensais ce que tu as dit au dîner. Tu voulais que je parte, mais tu voulais toujours tout ce que je fournis. Il m'a dit que je déformais les choses. Il a dit qu'il avait seulement voulu dire que la semaine serait plus détendue sans moi parce que je pouvais être contrôlante lorsque je planifiais les choses. Cela m'a presque fait rire. Bien sûr que j'étais le contrôlante. J'étais la seule à m'assurer que les choses se faisaient réellement. Je lui ai demandé s'il avait une idée à quel point il était absurde de me qualifier de contrôlante tout en dépendant de moi pour construire tout le voyage. Il a commencé à faire les 100 pas. Il a dit, les familles disent des choses sur le coup. Les familles sont censées passer à autre chose. J'ai dit que les familles sont aussi censées se défendre mutuellement lorsque quelqu'une est traitée avec irrespect. Il a alors arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé avec la même expression qu'il avait quand il était enfant, quand il savait qu'il perdait mais n'avait pas encore décidé s'il allait mentir ou s'excuser. Il a essayé un angle différent. Il a dit que je ne comprenais pas la pression sous laquelle il était, que l'argent était serré. Le travail avait été instable et il avait compté sur ce voyage pour bien se passer parce que tout le monde en avait besoin. Je lui ai dit, la pression ne te donne pas la permission d'utiliser les gens. Puis j'ai dit quelque chose que je savais probablement depuis des années, mais que je n'avais jamais dit à voix haute, tu ne me traites pas comme une sœur. Tu me traites comme une ressource. Cela a fait mouche. Il a détourné le regard le premier. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était peut-être là que la conversation changerait. Au lieu de cela, il a marmonné que je ramenais toujours tout à l'argent. Je lui ai dit que ce n'était jamais juste une question d'argent. C'était une question de sentiment de droit. L'argent n'était que l'endroit le plus clair pour le voir. Je suis allé au tiroir près du réfrigérateur, j'ai sorti un dossier et je lui ai remis des copies de quelques reçus et emails de confirmation que j'avais imprimés après le dîner, acompte, frais d'excursion, frais de transfert, coûts de surclassement, des milliers d'euros au fil du temps. Pas tout pour un seul voyage, mais suffisamment pour rendre le schéma impossible à nier. Il les a feuilletés avec un visage que je ne pouvais pas tout à fait lire. De la colère, peut-être de l'embarras, certainement. Puis je lui ai dit qu'il n'y aurait plus de soutien caché, plus de corrections silencieuses, plus d'hypothèses automatiques que j'interviendrais à la fin. S'il voulait que je fasse partie de sa vie, ce devrait être en tant que sœur, pas en tant que compte de secours. Il est resté là un long moment, puis a posé les papiers sur le comptoir avec un soin qui m'a surprise. Il ne s'est pas excusé. Pas encore. Mais quand il est parti, il l'a fait tranquillement. Et c'était la première fois de ma vie que je le voyais à court d'excuses avant que je ne sois à court de patience. Une semaine entière s'est écoulée après cette visite. Pas d'appel de mon frère, pas de message dramatique dans la discussion familiale. Pas de culpabilité indirecte de ma mère. Le silence semblait différent maintenant.
Moins comme un évitement et plus comme si quelque chose changeait dans une pièce où je ne me tenais plus. Puis, un dimanche matin, mon père m'a envoyé un SMS pour me demander s'il pouvait passer. Juste lui. J'ai dit oui. Il est arrivé exactement à l'heure, tenant une boîte de pâtisserie de l'endroit près de mon bureau qui fait les pâtisseries au citron que j'aime, ce qui signifiait qu'il avait fait un détour. Mon père n'était pas un homme qui faisait des détours à moins d'avoir décidé que quelque chose importait. Il s'est assis à ma table de cuisine et a regardé autour de lui une seconde comme s'il n'avait jamais vraiment remarqué mon appartement auparavant, même si j'y vivais depuis 3 ans. Puis il a dit que j'aurais dû dire quelque chose ce soir-là. Ce n'était pas une excuse dramatique. C'était calme, plat et réel. Je me suis assise en face de lui et j'ai attendu. Il m'a dit qu'il avait repensé au dîner dans sa tête plus de fois qu'il ne voulait l'admettre. Il a dit que lorsque mon frère m'avait dit de ne pas venir, il avait vu mon visage changer même si j'avais souri juste après. Il a dit qu'il était resté silencieux parce qu'il faisait ce qu'il faisait toujours quand il y avait de la tension dans la famille, il essayait de ne pas l'amplifier. Puis il m'a regardé et a dit, « Je vois maintenant que mon silence fait partie de ce qui a amplifié les choses toutes ces années. » Cela a presque fait plus mal que le dîner lui-même parce que c'était vrai. Il m'a demandé depuis combien de temps je me sentais ainsi. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr qu'il y ait eu un moment où ce n'était pas le cas. J'ai dit que cela avait commencé par de petites choses, puis s'était transformé en un rôle avec lequel tout le monde était à l'aise, la personne fiable, la personne flexible, celle qui pouvait couvrir, celle qui n'avait pas besoin d'autant parce qu'elle n'avait pas de mari, pas d'enfant. Pas de chaos, personne d'autre à qui penser. Il avait l'air honteux d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Puis il m'a dit quelque chose que je n'avais pas attendu. Le voyage qui s'était effondré avait mené à une dispute que personne ne pouvait éviter. Ma mère m'avait défendu pour la première fois depuis des années, bien que tardivement. La femme de mon frère avait demandé pourquoi tant de choses du voyage étaient sous mon nom au départ. Mon frère n'avait aucune réponse qui le faisait bien paraître. Mon père avait examiné les chiffres et avait finalement compris à quel point j'avais couvert. Pas seulement cette fois, mais pendant des années. Il a dit, nous nous sommes habitués à ta compétence et avons commencé à la traiter comme notre droit. J'ai baissé les mains parce que cette phrase m'a transpercé. Puis il a glissé une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque à mon nom. Pas pour tout, loin de là, mais suffisamment pour me dire que ce n'était pas juste une autre excuse sans poids. Il a dit que c'était sa contribution à ce que j'avais perdu sur le voyage et à d'autres coups auxquels il aurait dû prêter attention plus tôt. J'ai demandé si mon frère le savait. Il a hoché la tête et a dit oui. Puis, après une pause, il a ajouté que mon frère avait vendu une montre et annulé un abonnement saisonnier pour rembourser une partie de ce qu'il devait ailleurs. Je n'ai rien dit, mais j'ai senti quelque chose en moi se relâcher. Pas le pardon, pas encore, juste une preuve. Avant de partir, mon père a dit quelque chose dont je me souviendrai probablement toute ma vie. Il a dit, « Je pense que nous avons fait l'erreur d'admirer ta force au lieu de nous demander ce que cette force te coûtait. » Après son départ, je me suis assise seule à la table avec la boîte de pâtisserie ouverte et l'enveloppe à côté. Et pour la première fois depuis ce dîner, j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais faible, non pas parce que j'avais changé d'avis. J'ai pleuré parce qu'être enfin vu peut être presque aussi accablant qu'être ignoré pendant des années. Plus tard dans la soirée, ma mère a appelé. Sa voix était plus douce que d'habitude, incertaine. Elle n'a pas commencé par des excuses. Elle a dit qu'elle avait eu honte d'appeler parce que chaque version de la conversation dans sa tête la faisait paraître égoïste et qu'elle était fatiguée de prétendre qu'elle ne l'avait pas été. Elle m'a dit qu'elle s'était appuyée sur l'idée que j'étais indépendante pour justifier de me demander plus et d'attendre plus de moi. Elle a dit qu'elle pensait me complimenter quand elle m'appelait la facile. Je lui ai dit qu'être facile ou pour tout le monde avait été difficile pour moi pendant très longtemps. Elle a pleuré doucement et a dit qu'elle le savait maintenant. Puis elle a demandé si je envisagerais de venir dîner le week-end suivant. Non pas pour arranger les choses, mais pour dire ce qui devait être dit avec tout le monde présent. Je lui ai dit que j'y penserais, et pour une fois, elle a dit que c'était juste. J'y suis allé le week-end suivant, mais seulement parce que j'avais décidé que j'en avais assez de laisser les autres raconter ma place dans la famille. S'il devait y avoir un nouveau chapitre, il commencerait par la vérité dite clairement. Quand je suis entré dans la salle à manger de mes parents, tout le monde était déjà là. Mon frère s'est levé en me voyant, puis s'est rassis quand il a réalisé que je n'étais pas là pour une performance. Ma mère avait mis la table comme elle le faisait toujours pour les occasions spéciales.
Sauf que cette fois, personne n'a touché la nourriture. Même les enfants semblaient sentir que ce n'était pas un dîner de famille normal. J'ai pris le même siège que j'avais occupé la nuit où il m'avait dit de ne pas venir. J'ai posé mes mains sur la table et j'ai dit que je voulais parler la première. Personne ne m'a interrompu. Je leur ai dit que je n'étais pas là pour faire du théâtre, punir qui que ce soit, ou réécrire ce qui s'était passé en quelque chose de plus commode. J'étais là parce qu'une phrase au dîner avait révélé une vérité dans laquelle je vivais depuis des années. J'ai dit que j'avais passé trop de ma vie d'adulte à confondre l'utilité avec l'amour. J'avais cru que si je continuais à me montrer, à payer, à planifier, à être compréhensive, je finirais par me sentir pleinement incluse. Au lieu de cela, je suis devenue plus facile à ignorer parce que j'étais toujours celle qui rendait les choses plus faciles. J'ai regardé ma mère et mon père et je leur ai dit que leur silence avait appris au reste de la famille comment me traiter. Puis j'ai regardé mon frère et j'ai dit que la partie la plus cruelle n'était pas qu'il m'ait dit de ne pas venir. C'était qu'il s'attendait à garder tout ce que je fournissais après l'avoir dit. La pièce est devenue si silencieuse que j'entendais le lave-vaisselle ronronner dans la cuisine. Mon frère a dégluti difficilement, a hoché la tête une fois, et a finalement fait ce que j'avais cessé d'attendre de lui. Il s'est excusé sans se défendre d'abord. Il a dit qu'il avait été égoïste, embarrassé par l'argent, irrité par mon apparente stabilité, et tellement habitué à mon aide qu'il ne la voyait plus du tout comme une aide. Il a dit que lorsque le voyage s'était effondré, il était en colère parce que j'avais perturbé la version de la famille qui fonctionnait le mieux pour lui. Puis il m'a regardé et a dit, « J'ai traité ton effort comme un bruit de fond et ta générosité comme un dû. » L'entendre le dire, si clairement, a compté plus que je ne l'avais imaginé. Ma mère a pleuré. Mon père n'a pas parlé avant que mon frère n'ait fini. Puis il a dit que cela ne se reproduirait plus. Non pas parce que nous étions tous émotifs sur le moment, mais parce qu'il y aurait de réels changements. Il a fait passer un bloc-notes avec une liste qu'il avait écrite lui-même. Les dépenses partagées seraient convenues à l'avance. Aucun voyage ou rassemblement ne serait planifié sur des hypothèses me concernant ou concernant qui que ce soit d'autre. Celui qui réserverait quelque chose ne réserverait que ce qu'il s'engageait personnellement à couvrir. Plus de vagues promesses de payer plus tard. Plus de traitement de la personne la plus responsable comme la solution automatique. C'était une liste si simple, et j'ai presque détesté le temps qu'il nous avait fallu pour y arriver. Puis mon frère a fait une chose de plus que je n'avais pas attendue. Il a glissé une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait un échéancier de remboursement écrit de sa main et le premier chèque joint. Il a dit que ce n'était pas tout ce qu'il me devait, mais que c'était le début et que cela continuerait chaque mois jusqu'à ce que le solde soit réglé. Il m'a également dit qu'il avait pris des comptes supplémentaires au travail et réduit des choses qu'il ne pouvait plus prétendre être des nécessités. Pour une fois, son inconfort n'était pas géré par moi. Il le portait lui-même. C'était la conséquence que j'avais besoin qu'il affronte. Pas l'humiliation pour l'humiliation, mais la responsabilité. Une vraie responsabilité d'adulte, qui avait trop tardé. Je leur ai dit à tous que j'étais prête à rester dans la famille, mais pas dans mon ancien rôle. J'ai dit que je ne serais plus la planificatrice par défaut, la payeuse par défaut, la pacificatrice par défaut, ou la personne censée absorber l'irrespect parce que j'étais la plus susceptible de s'en remettre. S'il voulait une relation avec moi, elle devrait être construite sur le genre de respect qui ne disparaît pas au moment où je cesse d'être utile. Tout le monde a été d'accord. Cette fois, je croyais qu'il comprenait le coup de ne pas le penser. Dans les mois qui ont suivi, les choses ont changé assez lentement pour sembler réelles. Il n'y a pas eu de déclaration dramatique, juste des choix différents. Ma mère a commencé à appeler pour me demander comment j'allais avant de demander autre chose. Mon père m'a envoyé des dates avant de faire des projets. Mon frère m'a payé chaque mois exactement quand il avait dit qu'il le ferait. À Noël, lorsque j'ai proposé d'apporter un plat, personne ne m'a remis une liste de 10 autres. À la fin de l'année, ma chambre était réellement ma chambre, pas l'espace qui était réaffecté parce que j'étais la plus facile à déplacer. Et quand la famille a recommencé à parler d'un voyage d'été, mon frère a été le premier à dire « Ne planifions rien avant qu'Élise ne nous dise ce qu'elle veut ». Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'installer juste assez longtemps pour que tout le monde comprenne que mon oui n'était plus garanti. Puis j'ai souri, pas le sourire contraint que j'avais arboré à ce dîner des mois plus tôt, mais un vrai, et j'ai dit que nous pouvions en parler. C'était la différence. Ils parlaient enfin avec moi, pas autour de moi. Avec le recul, je ne pense pas que la leçon était seulement pour eux.
Elle était aussi pour moi. L'amour sans respect vous videra jusqu'à ce que vous disparaissiez dans le rôle que les gens ont construit pour vous. La famille n'est pas censée signifier un accès illimité à votre temps, votre argent, votre patience ou votre silence. Et poser une limite n'est pas de la cruauté, même lorsque les personnes qui ont bénéficié de votre absence de limite le qualifient ainsi. Parfois, l'action la plus puissante n'est pas une vengeance bruyante et imprudente. Parfois, il s'agit simplement de prendre suffisamment de recul pour que les gens ressentent tout le poids de ce que vous avez porté pour eux depuis toujours. C'est ainsi qu'ils apprennent enfin votre valeur. C'est ainsi que vous apprenez la vôtre.